Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, la planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. Alors aujourd'hui, dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir Damien Audric, qui est directeur de l'environnement et de l'aménagement du parc Disneyland Paris. Mais pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir un autre grand acteur de la transition écologique positive. J'ai nommé Alain Roland, président fondateur de Station E, le premier réseau national de stations électriques multiservices qui change la mobilité en la rendant beaucoup plus accessible à tous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien ce que vous faites, expliquez-nous le plus simplement possible ce qu'est précisément Station E, s'il vous plaît. Quand j'ai fondé Station E, je suis parti de... Alors d'abord, je viens du monde des télécommunications et de l'informatique, donc déployer des réseaux. Et on a d'abord cherché, non pas uniquement fournir de l'énergie aux conducteurs, mais on s'est dit il va falloir, en plus de ces recharges électriques, trouver d'autres moyens de revenus pour accompagner la croissance. Et donc on installe des stations en France, on en a presque 500 aujourd'hui, j'espère qu'on y reviendra. Et puis on y ajoute des systèmes de télécommunication pour le haut débit. Tout le monde veut du haut débit, tout le monde a un smartphone. On veut aussi avoir des services de proximité avec les casiers que vous connaissez, soit du Vinted, Amazon, Pickup, etc. Et puis évidemment, tout ça, ça permet de mettre de la charge. Alors moi, j'insistais avec mon équipe à être à l'équivalent en essence de 70 centimes de litre d'essence. Je me suis dit que ça, c'était quelque chose de bien qui permettrait à chacun de se dire je veux passer à l'électrique parce que ça, je vais faire des économies. Et puis ce sera évidemment plus agréable à conduire. Alors aujourd'hui, vous avez déjà mis en service environ 500 stations E, multiservices connectées en France. C'est une belle croissance, mais vous êtes passé de 40 stations fin 2022 à 400 stations fin 2024, c'est cela? Oui, en fait, c'est un projet évidemment qui est industriel, donc en ce moment, on est à peu près une station par jour, ouvrée, en fait, 5 stations par semaine. Alors, c'est des petites stations petites. On dira pourquoi je crois plutôt au maillage de petites stations que des très grands hubs qui sont nécessaires sur l'autoroute, mais qui ne sont pas forcément pour moi très utiles près des collectivités. Et puis effectivement, j'aimerais monter jusqu'à 8 stations par jour d'ici quelques années pour arriver à 10 000 stations qui couvriraient assez largement le territoire. Donc 2030, c'est ça? Alors, à chaque fois, on met des dates et puis des fois, c'est déjà arrivé sur les points de été reporté. On est surtout, moi, c'est la croissance. C'est-à-dire qu'on passe de 1 à 2 à 3, puis on s'appelle un objectif d'arriver jusqu'à 8. Un phénomène multiplicateur. Vous avez un modèle économique qui est assez singulier, mais vous avez su industrialiser votre déploiement. Chez Station E, comment faites-vous pour investir et sortir déjà une station par jour? Alors d'abord, ce qui est important, et on parle justement de la planète, on parle de l'industrialisation. Moi, j'ai plutôt une approche, quand je dis organique, c'est-à-dire différence de l'approche systémique, c'est-à-dire à choix, on met des grands hubs partout et on investit massivement sur des produits qui, pour moi, risquent de devenir un peu obsolètes d'ici 5-6 ans parce qu'on est vraiment sur des nouvelles technologies. Vous voyez comment les voitures évoluent aujourd'hui, les chargeurs évoluent. Donc, d'un point de vue industriel, pour moi, c'était plus intéressant de dire je vais faire des stations petites, nombreuses. Je vais prendre l'exemple de la ville de Meaux, chez Jean-François Copé. On a mis environ 22 stations, mais elles sont toutes un petit peu partout en ville pour qu'on puisse les trouver et venir se charger en faisant ses courses et autre chose. Donc il fallait que ces stations, elles soient à la fois fabriquées en France. On a des kiosques qui se fabriquent à Poitiers, le béton est fabriqué en Bretagne. Il faut que ça soit modulaire, il faut que ça puisse se démonter, il faut que ça puisse se déplacer et surtout que ce soit le moins cher possible. Et quand c'est pas très cher à déployer, eh bien on peut aller jusque dans les zones très reculées. Pourquoi? Parce que évidemment les grandes villes sont plus intéressantes pour avoir des clients, mais quand on va dans les petits villages qui font 240 à 300 habitants, c'est vrai qu'il faut avoir des systèmes qui sont capables d'accueillir, en tout cas de percevoir des services et des revenus qui soient à la hauteur de montant de l'investissement. Et les grands hubs aujourd'hui, ce sont des stations que d'autres sociétés installent, mais qui sont de 1,5 million d'euros et dans lesquelles on met des dizaines et des dizaines de chargeurs qui sont en fait pas tellement utilisés. Sûr. Votre modèle semble être rentable lorsqu'on vous écoute. Comment faites-vous alors que de nombreux autres réseaux souffrent malgré tout? Alors, autre chose qu'on a constaté, c'est qu'il y a à peu près aujourd'hui, il y a 168 000 points de charge en France. Mais ça correspond à combien de stations? Des stations plus ou moins grandes. Donc, il y en a à peu près une pour 1000 habitants. Il y a à peu près 67 000, 65 000 stations avec plus ou moins de pistolets, de points de charge. Et donc, ces stations, il y en a une pour 1000 habitants et le comportement de la population, on ne va pas le changer. Ils se chargent 70% chez eux et 30% à l'extérieur. Et quand on regarde le nombre de voitures électriques qu'il y a, on se rend compte que
quoi qu'on fasse, toute la pub qu'on peut faire, tout ce qui est, etc., et ben, on aura en gros, chaque station a en moyenne une session par jour, une personne qui vient se charger. Donc c'est pas beaucoup. Alors comment on cherche de la rentabilité? C'est que justement, on s'est dit, bon, il faut que la station soit pas chère, démontable, que ça coûte rien à la collectivité, que d'autres industriels soient intéressés pour venir dans la cité. Et donc, les mini-points de télécommunication pour faire du très haut débit pour les smartphones, par exemple, c'est intéressant et ça intéresse Orange, Free, SFR, Bouygues pour mettre des petits points comme ça d'accès dans les villes. Et puis on retrouve aussi les casiers. Avec Pick-up, La Poste quand on a besoin de là. Amazon, c'est un autre service. Vinted, c'est pour échanger des vêtements, etc. Et donc tout ça, ça permet d'avoir des petits flux de revenus qui font que ça va permettre et de payer la station, son installation, sa maintenance, mais aussi, encore une fois, d'être au kilowattheure, parce que c'est des kilowattheures vraiment pas chers. Alors, si j'ai bien compris aussi, la Station E est un investisseur privé qui déploie des stations multiservices et connectées dans tous les territoires. Est-ce à dire que vous prenez vous-même à votre charge le coût d'installation de vos propres bornes? Oui, alors en maîtrisant le coût de la station, parce qu'elle est toujours, c'est un peu systématique, c'est-à-dire que c'est une station qui a une forme, la première, le standard, c'est assez petit, ça permet de se mettre un peu partout et pratiquement toujours au même prix. L'unique variable, c'est le raccordement électrique qui, des fois, il est un petit peu plus loin, donc ça coûte un peu plus cher. Mais on a à peu près un coût maîtrisé, donc on sait comment investir, où aller. Alors, on a appris au début, parce que c'est vrai qu'au départ, on s'est dit, là, ça va charger, puis ça ne chargeait pas du tout. Et puis, à d'autres, on s'est dit, là, ça va pas être terrible. Puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, qui avaient des taxis électriques qui venaient, et puis, en fait, ils se chargeaient un peu plus. Et si on parle de mobilité décarbonée, qu'est-ce que cela évoque dans votre activité? Et en ce sens, quel service proposez-vous sur l'ensemble de vos stations? Alors, il y a le service, dis-moi, je ressenti, la charge électrique, on vient et on se charge. Donc ça, c'est évident. Un petit point particulier, encore une fois, c'est que les chargeurs qu'on met, le bilan carbone du chargeur, quand il est fabriqué, en fonction du nombre de voitures qui se chargent, il est effacé en 1 an. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, ce chargeur, son bilan carbone est effacé. La question, c'était... Ma question. Quel service proposez-vous sur l'ensemble de vos stations? Alors, ceux qui sont non ressentis directement, mais par exemple, le haut débit, vous le ressentez, mais en fait, vous ne venez pas vous servir. Sur la décarbonation, je pense que nous, on contribue à la décarbonation, mais c'est surtout les sociétés qui viennent sur nos stations comme Amazon, Vinted, Pick-up, parce que eux, ils apportent des casiers qui permettent d'éviter d'avoir une trop grande circulation des véhicules qui sont autour. Alors, votre objectif, si je comprends bien, c'est aussi de simplifier l'usage de la voiture électrique, bien sûr, et cela tombe bien, car lorsqu'on est propriétaire d'un véhicule électrique, on est souvent confronté à des subtilités, parfois même gênantes, et notamment liées aux moyens de paiement, ou à la carte, tout simplement, la carte d'abonnement, en fonction des bornes que l'on trouve sur la route. Avez-vous, chez Station E, développé un système universel, notamment en matière de paiement? Alors, déjà, quand on met une station... l'utilisateur, il doit venir et pas se poser de questions. Donc il faut un TPE déjà, avant même d'avoir un badge pour pouvoir payer, parce qu'on peut avoir des badges, on en a un aussi. Il y a le TPE, il y a des systèmes avec des QR codes dans l'écran qu'on peut aller flasher pour aller payer derrière. Ça, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut passer par le navigateur. Et puis on a le badge. Alors on a fait des contrats... Tout le monde connaît la téléphonie mobile. Quand on va dans un autre pays, est-ce qu'on appelle le roaming? On est passé sur un autre opérateur. Donc on reçoit toutes les cartes de tous les collègues, j'appelle ça, c'est pas des concurrents, donc on le passe. Et puis notre carte va aussi sur le réseau de tout le monde. Donc on a signé des accords avec 300 réseaux. Donc notre badge Station E, il est offert. Il suffit de le commander, il arrive au bout de 3 jours, il est offert. Et puis derrière, on prend plus ou moins, alors soit un petit abonnement sur quelque chose, soit on met directement la carte bleue, soit on fait du prépayé, comme ça existe aussi dans la téléphonie. Et ça, c'est très important, c'est que pour moi, il faut avoir son réseau physique, l'exploiter avec ses outils, et il faut avoir le moyen de fidéliser. Je prends un exemple, parce que je discute actuellement avec des sociétés qui ont les Golf ou encore d'autres qui ont des concessionnaires. Si un jour vous venez changer vos pneus dans un garage, nous, on va être capable d'offrir le service où vous pourrez... mettre des kilomètres dans la carte à un client qui est venu changer ses pneus. Donc ça permet de fidéliser et puis il va repartir se charger partout en France avec sa carte. Donc ça, je pense que c'est assez vertueux. Donc universel. Universel et vertueux. Comment imaginez-vous révolutionner la mobilité électrique et démocratiser l'électrique de demain? Alors, c'est une humble contribution avec toute l'équipe. L'autre jour, il y a eu le Premier ministre qui a parlé de l'égalité des chances dans la mobilité. Et en fait, nous, on travaille plutôt sur le bien-être. On se dit, ce qu'on veut, c'est avoir du bien-être dans la ville. Alors,
égalité des chances dans la mobilité, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Je décide d'être en vélo. Bon, j'ai le droit d'être en vélo. Je décide de marcher avec mon enfant, ma poussette dehors. J'ai le droit quand même de circuler en n'ayant pas de problème de santé, pas de problème de particules. Donc ça veut dire pour moi, il faut à la fois travailler sur qu'est-ce qui fait qu'on met des systèmes qui permettent de favoriser la mobilité propre, et en même temps, pas que pour le côté électrique et absolument défendre l'électrique, mais c'est pour dire il faut absolument qu'on adresse aussi ce problème de santé. Donc on s'est dit ça, donc il faut une station qui permette mobilité télécommunications, mobilité les casiers, mobilité pour la voiture. Et là, on s'est dit, là, il y aura une acceptation un peu plus importante. Toutes les villes avec qui on travaille, il y en a des centaines, chaque maire, en fait, s'est rendu compte que c'était intéressant, finalement, de laisser une société privée investir dans le territoire, créer de l'emploi, créer de l'activité, et puis toucher une redevance en tant que maire, et puis laisser cette affaire tourner avec tous ces services qui, en fait, plaisent à tout le monde. Et en quelques mots, l'avenir de Station E, c'est quoi ? Alors, j'espère qu'il sera radieux. Pour l'instant, on est très concentré. Aujourd'hui, c'est une période un peu compliquée pour beaucoup d'autres réseaux. Nous, ça va. Nous, on est plutôt encore en croissance. Et ce que j'espère, c'est qu'effectivement, pouvoir revenir dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, et puis vous donner à chaque fois le nombre de centaines de stations supplémentaires qu'on aura installées. Merci Alain Roland, président fondateur de Station E, le premier réseau national de stations électriques multiservices qui change la mobilité, et le charge aussi d'ailleurs, en la rendant beaucoup plus accessible à tous. On se retrouve sur Sud Radio dans une poignée de secondes avec Thibault, le French Trotter de l'émission, pour un reportage en immersion. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, nous voilà sur Sud Radio à nouveau. Place à Thibault, notre French Trotter. Vous nous proposez la suite de votre reportage dans la région bordelaise, où vous avez exploré des solutions concrètes pour la transition énergétique. C'est bien cela ? Exactement, Christophe. Et aujourd'hui, on zoome sur le solaire photovoltaïque et les pompes à chaleur, des technologies clés pour réduire notre impact environnemental. Et je suis donc retourné à Carbon-Blanc, dans la métropole bordelaise, chez Concept & Co, une PME spécialisée dans l'installation des panneaux solaires et des pompes à chaleur. Et cette entreprise a récemment rejoint le groupe SATEP, qui booste, lui, la décarbonation des bâtiments en s'appuyant sur des experts locaux. Avec leurs dirigeants respectifs, j'ai discuté de ces solutions d'avenir. Et on commence avec Anthony Maestro de Concept & Co, qui nous explique comment le solaire transforme notre façon de consommer l'énergie. Le solaire photovoltaïque est capable de produire de l'énergie pour être autonome, autoproduire pour sa maison, donc baisser considérablement sa facture énergétique. C'est très rentable, encore faut-il l'acheter au bon prix. Donc là, attention. On rappelle le principe un petit peu ? Le principe, oui. Donc on va capter la luminosité, on va produire du courant continu. Ensuite, on met soit un micro-onduleur ou un onduleur principal pour convertir le courant continu en courant alternatif pour autoproduire chez soi. Tout ce qu'on consomme en électricité, on baisse la facture énergétique. Donc on économise ce qu'on n'achète pas, puisque ça prend toujours le circuit le plus court. On va d'abord consommer ce qu'on produit. Et s'il nous en manque, on l'achète au réseau. Que ce qu'il nous manque. Et l'excès, au contraire, est redistribué dans le réseau. A contrario, quand on produit plus qu'on consomme, on peut revendre le surplus, soit à EDF OA, qui veut dire obligation d'achat, ou alors on a une solution aussi de stocker l'énergie. Sachant que c'est un défi technologique, le stockage d'énergie. Oui, stockage d'énergie. Moi, je suis plus stockage physique, où il y a des solutions relativement intéressantes et innovantes, avec des bornes de recharge bidirectionnelles, avec la voiture de tous les jours qui peut servir de stockage d'énergie pour sa maison, puisqu'on peut charger la voiture avec une borne, mais on peut aussi décharger la voiture pour alimenter la maison. Donc il y a des solutions assez intéressantes qui arrivent avec du pilotage énergétique, pour faire communiquer un petit peu ce qu'on consomme, ce qu'on produit, s'apprivoiser le système par rapport à sa façon de vivre. Louis-Claire François Poncé, président de SATEP, je crois que vous voulez dire quelques mots sur la pompe à chaleur ? C'est important, mais la pompe à chaleur est un produit fascinant qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux Français par la baisse des factures énergétiques, qui permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre, qui permet également d'augmenter le confort thermique et d'assurer une autonomie énergétique, car ça fonctionne à l'électricité et que l'électricité, on la produit en France. Par ailleurs, les prix de l'électricité ont baissé par rapport au gaz récemment, donc le ratio est redevenu inférieur à 2. Et quand il est inférieur à 2, c'est rentabilisé en moins de 7 ans. Le cadre réglementaire, il a beaucoup évolué ces dernières années. La loi climat et résilience, la RE 2020, sont à la fois des atouts et des contraintes. Des atouts et des contraintes. Le principal problème, c'est l'instabilité. Le fait que des aides
et que le dispositif réglementaire au sens large change tous les 6 mois, crée de la confusion chez le particulier qui a pour réflexe de mettre ses projets en pause n'y voyant pas clair. Donc ce qu'on demande au gouvernement, c'est de la stabilité et de mettre en place un mécanisme qui soit pérenne dans le temps et qui permette de s'organiser. Là, je m'adresse à Anthony, d'où la nécessité d'accompagner et de proposer des solutions ad hoc. Oui, c'est vraiment le conseil, c'est la base. Déjà, c'est compliqué pour nous en tant que professionnels, en ayant des veilles régulières, ainsi de suite. Donc imaginez le particulier. Ma prime rénov', les certificats d'économie d'énergie qui se transforment en prime coup de pouce quand on fait des remplacements de chaudière. Et une fois qu'ils ont compris, ça change, il y a un nouveau texte qui change, un nouveau décret, un nouveau flou. Donc si on peut porter la parole sur l'éclaircissement des aides, la simplicité, plus se concentrer sur le contrôle. Nous, on fait partie des sociétés où on adore être contrôlé. C'est pour nous un gage de qualité et on est assez confiant sur la qualité de nos installations et nos conseils et nos dimensionnements. Donc je pense qu'il faut contrôler plus fréquemment plutôt que d'imaginer des nouveaux décrets, des nouvelles aides qui se croisent et du coup qui deviennent très floues pour le particulier. Merci à SATEP et Concept & Co qui font avancer la transition énergétique en espérant bien sûr des cadres réglementaires beaucoup plus stables pour améliorer leurs efforts. Merci Thibaut et à dimanche prochain. Alors nous sommes à nouveau dans les studios de Sud Radio, bien sûr, La Planète Demain, où nous accueillons Damien Audric, directeur du développement durable, ou on va dire de l'environnement, et de l'aménagement du parc Disneyland Paris. Bonjour Damien. Bonjour Christophe. Alors qui ne connaît pas le parc Disneyland Paris, je rappelle que cette destination touristique incontournable a ouvert ses portes en 1992, il y a déjà environ 33 ans, et elle n'a pas pris une seule ride. Aujourd'hui, c'est la première destination touristique en Europe, avec plus de 375 millions de visiteurs depuis 1992, donc 18 000 employés ou salariés, et plus de 500 métiers différents, dont des spécialistes de l'environnement et du développement durable. Alors Damien, quel a été le déclencheur de l'engagement écologique de Disneyland Paris, et quand a-t-il eu lieu finalement ? Alors, l'engagement de Disneyland Paris sur l'environnement, c'est quelque chose d'assez ancien maintenant, et vous comprenez bien avec tous les chiffres que vous avez indiqués juste à l'instant que nous avons une empreinte environnementale forte, et nous en avons bien conscience depuis un certain nombre d'années. Et c'est pour ça que l'entreprise s'est engagée, par exemple, à changer une partie de son énergie avec de l'énergie géothermique, aujourd'hui qui apporte 18% de nos besoins en chaleur. Nous avons construit, livré en 2013-2014, une station d'épuration d'eau usée, qui nous permet de recycler des eaux. Je reviendrai un peu plus tard peut-être sur les chiffres. Mais également de concevoir et de développer en fait l'ensemble de la destination sur son territoire en cohérence avec ce qu'on appelle les trames vertes et les trames bleues qui permettent d'améliorer la biodiversité au fur et à mesure du temps. Ce qui a changé en fait depuis les quelques dernières années, c'est cette prise de conscience, on va dire, d'un impact systémique de notre empreinte environnementale qui a poussé la Walt Disney Company, comme de nombreux grands groupes, à prendre des objectifs significatifs pour la réduction de son empreinte. Je prends par là, par exemple, les réductions des gaz à effet de serre. On a des objectifs qu'on appelle SBTI, Science Based Target Initiative, qui soient sur le scope 1 et 2, réduction de moins de 46,2% à 2030. Donc ce sont le scope 1 et 2, ce sont les gaz à effet de serre ou les équivalents gaz à effet de serre sur les consommations d'énergie, le gaz, l'électricité, le fioul, ou le scope 3, c'est-à-dire sur une chaîne de valeur, une peluche Mickey par exemple, eh bien il faut extraire du coton, il faut la produire dans une industrie, puis après il faut la transporter, il faut la vendre jusqu'à la fin de son cycle de vie, et ça produit des gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le scope 3. Alors, dans le cadre de votre politique environnementale, je suppose que Disneyland Paris s'attache bien sûr à suivre la réglementation en vigueur, par lieu du scope 1, scope 2, scope 3, mais l'a-t-elle anticipé, cette réglementation ? Alors, pour partie, certaines fois. Donc, on va sur des panneaux solaires qu'on a installés sur le parking visiteur. Donc, effectivement, c'est une grande centrale solaire de 36 MW crête, qui fait l'une des plus grandes centrales photovoltaïques en ombrière d'Europe, qui produit environ 36 gigawattheures par an, ce qui est l'équivalent d'une ville de 17 400 habitants, toutefois, tout de même. Et effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est une vision systémique qui regroupe à la fois les objectifs de la Walt Disney Company, mais également tout le cadre réglementaire. Donc quelquefois on l'a anticipé comme celui-ci, puisqu'aujourd'hui couvrir les parkings, les grands parkings en tout cas, se doivent d'être couverts de panneaux solaires. Et d'autres fois, eh bien effectivement, nous sommes à l'heure de la réglementation, mais
d'en faire ce peu que nous l'anticipons lorsque c'est possible. En tout cas, on l'a réorganisé tout ça autour de 5 piliers. Ouais, voilà, c'est la question que j'allais vous poser en fait. En quoi se résument les missions essentielles de la direction de l'environnement de Disneyland Paris? Et vous parliez de piliers, je suppose que c'est cela. Donc je vous laisse continuer. Donc effectivement, on a essayé de regrouper pour avoir une vision systémique et cohérente pour atteindre l'ensemble des objectifs à la fois du groupe mais aussi du cadre réglementaire. Donc on a défini ça autour de 5 piliers. Le premier, c'est classiquement les gaz à effet de serre et la décarbonation. Le deuxième, autour de l'eau. Le troisième, autour des matériaux, des déchets et de l'économie circulaire. Le quatrième, autour de la biodiversité. Et le cinquième, celui de la construction durable. Alors, vous parliez à l'instant des émissions, notamment gaz à effet de serre, etc. Pour que nos auditeurs comprennent bien, finalement, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est votre approche holistique à ce sujet ? Alors, prenons l'exemple effectivement des gaz à effet de serre et du scope 1 et 2 que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire les gaz à effet de serre émis par les énergies qui sont consommées. Donc le premier, on s'est défini 5 piliers. Le premier, c'est la sobriété. On commence par essayer de moins consommer à la base. Et donc, pour prendre un exemple, lorsque vous allez dans une chambre d'hôtel à Disneyland Paris, désormais la température est fixée. Donc, suivant l'été ou l'hiver, on a une température de base de 19 degrés, par exemple, l'hiver. Et ensuite, le client peut évidemment toucher son thermostat et s'adapter, parce qu'on comprend bien, et vous le comprenez, que lorsque vous avez des familles, des petits-enfants en bas âge, vous n'avez pas forcément besoin de la même température que lorsque vous êtes en couple uniquement. Donc, à partir de là, vous pouvez changer, mais la plupart de nos visiteurs ne changent pas la température, et donc vous avez permis de réduire, et donc la consommation à la base, c'est la sobriété. Le deuxième pilier, c'est l'efficience. Et donc l'efficacité. Donc là, on espère à chaque réhabilitation, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on n'avait pas pris une ride, mais il a fallu pour cela investir de façon significative pour à chaque fois réhabiliter les attractions, pour pouvoir réhabiliter nos hôtels, pour les rethématiser. Et à chaque fois, nous investissons évidemment sur l'isolation, nous investissons sur le matériel. Et encore dernièrement, nous avons décidé d'investir dans ce qu'on appelle une thermofrigo-pompe. Pour faire simple pour les auditeurs, c'est une grosse pompe à chaleur qui marche un petit peu dans les deux sens et qui va nous permettre de réduire nos besoins de gaz de 14% et donc nos gaz à effet de serre du scope 1 et 2 de 9%. Voilà. Et alors on parlait... C'est troisième, je finis sur les deux, c'est complètement fini. Il y a encore 2 piliers. Le troisième, c'est d'électrifier, puisque effectivement l'électrification permet en France en tout cas de réduire ces gaz à effet de serre. Si vous avez une cuisine qui chauffe au gaz, et vous passez à l'électrique. Et on a la chance en France d'avoir de l'électricité peu carbonée grâce au nucléaire. Et donc vous avez de par là une réduction des gaz à effet de serre. Et puis enfin, le dernier pilier qui est fondamental pour nous, c'est de consommer de l'énergie renouvelable. En autoconsommation lorsque c'est possible, ou d'en produire tout du moins, puisque ça nous permet de réduire nos besoins directement avec une énergie moins carbonée, et puis de répondre par là, par exemple, au décret tertiaire, puisque le décret tertiaire, c'est l'autre aspect du réglementaire qui nous contraint très fortement sur la question des consommations d'énergie, puisqu'on doit atteindre moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050, ce qui, pour une destination touristique comme la nôtre, avec des attractions et avec un parc, on va dire, immobilier très différent, des objectifs significatifs et ambitieux. Alors, lorsqu'on voit la superficie de Disneyland Paris et le nombre de ses visiteurs, on se pose bien sûr la question du traitement des déchets, vous en parliez tout à l'heure. Quelles sont les solutions qui ont été mises en place pour la gestion de vos déchets, et pas seulement alimentaires, j'imagine? Comment ça fonctionne ? Alors, là aussi, on est en train de redéfinir un ensemble de notre stratégie, mais la première partie, et c'est effectivement d'abord de réduire à la base les déchets. Donc aujourd'hui, il y a des cadres réglementaires aussi qui nous accompagnent. Je prends la vaisselle réutilisable, par exemple, celui qui est la réduction du plastique mono-usage dès l'origine. C'est une manière de réduire les déchets à la base. Donc une sorte de sobriété, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est ensuite de trier au mieux ces déchets. Donc un certain nombre de tri différenciés et qui sont adaptés, on va dire, aux différents processus, qui soient directement auprès du client ou à l'intérieur de la destination pour l'ensemble des usages opérationnels. Et puis, à partir de ce tri, d'organiser les filières de recyclage. Et nous avons amélioré de façon significative le recyclage matière
pour éviter d'avoir minimiser l'incinération sur les différentes filières. Je rentrerai pas dans les détails, mais je prends un exemple aussi. L'une des filières, c'est aussi celui de la construction, et on a 90% de recyclage matière sur nos déchets de construction aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Damien Audric, directeur du développement durable ou de l'environnement, de l'aménagement également, de Disneyland Paris. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive bien sûr, et aux porteurs de solutions environnementales. En attendant, n'hésitez pas à m'écrire par mail à c.debien@laplanetedemain.com. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.